Cette conférence avec Isabelle qui est ici présente, cette conférence clôture les Inspériales 2023. Les Inspériales étaient basées sur l'énergie. Vous vous rappelez? Alors, qui s'en souvient que le thème des Inspériales de l'Institut Fontaine est basé sur l'énergie? Bachir, Michel Aufond, Dominique, certaines personnes. Alors, interrogation. Quel est le thème? Parce qu'on décline en fait le thème principal en sous-thème saisonnier. Quel était le thème des Inspériales du printemps? Oui, la Terre. Vous n'avez rien dit tout à l'heure, mais la Terre. Exactement, la Terre. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Effectivement, merci, la Terre. Deuxième devinette, le thème des Inspériales de l'été. Le feu, merci. Était le feu. Il y en a quand même, hein. On va rassembler tout ça. Tac. Troisième, les Inspériales d'automne. Alors c'est plus compliqué. C'est un peu plus subtil. C'est pas visible. Les énergies invisibles. Tout à fait. L'énergie invisible. Invisible, on a fait, qu'est-ce qu'on a mis en place? Parce qu'il y a des énergies qui se cristallisent, qui donnent la forme, comme le bâtiment. Le bâtiment est fait, toute la structure. Visuellement, on voit que c'est un château, mais qu'est-ce qui fait que ça se cristallise? C'est l'énergie. Et donc, en fait, on a travaillé sur les énergies invisibles, qui est le patrimoine. Le patrimoine, on a le bien matériel et immatériel. Et donc, on a travaillé sur l'immatérialité. Donc, c'est les énergies invisibles. Et donc là, on clôture sur le dernier thème de l'hiver, qui est l'eau. Tout à fait, l'eau. Ouais. Et l'eau, en fait, c'est quelque chose qui est... Est-ce que c'est visible ou invisible? Les deux, ouais. C'est une bonne réponse, c'est les deux. Et quand c'est visible, c'est à l'état liquide. Chin. Et quand c'est à l'état invisible, c'est gazeux. Effectivement, l'énergie de l'eau, c'est une énergie à la fois visible et invisible. Donc on a voulu, en fait, à travers ce thème-là, l'énergie, de voir tout un panel de toutes ces énergies-là qui nous mettent en mouvement, qui nous font agir et qui nous permettent d'évoluer dans notre existence, dans l'existence terrestre, nous, les personnes, mais aussi participer au vivant. L'énergie, en fait, permet de comprendre que le vivant n'est fait que d'énergie. Et cette énergie de l'eau, on va en parler, qui se cristallise et qui permet aussi, vous avez vu, quels sont les exemples d'eau que vous avez eus en tête ces derniers temps? Les inondations. Quoi d'autre? La neige, la glace, qui fond. Les banquises qui fondent. Les précipitations. Et ça, et d'un côté, on a des grandes précipitations, et de l'autre côté, l'eau qui s'évapore, elle revient et qui nous fait des ouragans et des tornades. C'est le cycle de l'eau que nous sommes en train de vivre. Et ce cycle de l'eau en médecine chinoise est considérée, que vous connaissez un peu yin-yang maintenant, tout le monde est peut-être légèrement familiarisé. On dit que le feu, c'est yang, et l'eau, c'est yin. Et souvent, aujourd'hui, il y a beaucoup de feu sur le monde, le monde terrestre. Et donc, les soulèvements, les volcans,
les tornades. Ça, c'est très yang. Et on trouve aujourd'hui que les humains aussi connaissent ce type de mouvement. Les guerres, les conflits, les incivilités, parfois. C'est des mouvements comme ça. Alors, à travers la conférence d'Isabelle, on s'est dit que ça pourrait illustrer aussi, ça peut aussi être vecteur d'un message de paix pour le monde. C'est que dans un monde, je dirais, où il y a beaucoup de manifestations, de beaucoup, je dirais, de montée d'énergie, on préfère aller parfois se taper sur la figure et peut-être, pourquoi pas, aller simplement retendre la main et puis faire une conciliation, une médiation pour revenir à la paix. Et cette conférence d'Isabelle s'inscrit dans cette main que nous tendons vers l'autre pour vivre ensemble notre humanité. Confucius parle beaucoup de la vertu, que vous avez tous entendu dans les cours de philosophie. Confucius, maître Kong dans la tradition antique, qui parle en fait de l'humanité. Mais dans les traditions catholiques, on parle aussi d'humanité. En Belgique, pas trop loin, les cours à l'université, on travaille sur les cours d'humanité. Et l'idéogramme humanité, l'idéogramme chinois, en fait, c'est deux éléments, une clé homme, humain, et une clé qui est le chiffre 2. Donc on ne peut pas vivre sans être à deux. On peut pas vivre seul, on doit vivre à deux. Et donc ce partage-là, à la fois quand le masculin est trop dominant, il faut peut-être à ce moment-là revenir peut-être à une féminité. Et quand on parle de masculin, je ne parle pas de l'homme, parce que vous avez aussi des femmes qui sont très yang. On voit, il y a une icône que certaines connaissent de la femme très yang dans les années 80. Je ne sais pas si quelqu'un... Comment? Tout le monde le dit. Qui est Margaret Thatcher. Elle était l'icône même, est devenue même un symbole de la masculinité dominante dans un corps de femme. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut peut-être aller vers une tempérance. Et la tempérance, c'est ce qui permet l'équilibre du monde. Et cet équilibre du monde, il est nécessaire pour que notre civilisation humaine puisse continuer en fait à perdurer en paix et que, j'allais dire, que cet environnement-là puisse continuer à exister. J'ai moins peur pour la planète Gaïa, pour la Terre, que pour notre civilisation. Et c'est cette civilisation-là, notre humanité, qu'il faut préserver avant tout. Et nous clôturons là-dessus avec Isabelle sur la force de l'eau, c'est-à-dire la force de la paix. C'est dans ce message-là que la conférence d'Isabelle s'inscrit. Voilà, donc je vous laisse écouter Isabelle, son message, son expérience, et qu'elle inspire toutes les petites colombes qui sont en nous pour aller vers la paix. Bonne écoute, merci. Isabelle, à toi. Merci Marie-Claire. Merci déjà à vous d'être là ce matin, d'avoir bravé le froid. Et voilà, merci à Marie-Claire pour cette introduction qui est vraiment un très beau résumé de ce dont je vais vous parler. Alors, je vais commencer par me présenter rapidement. Et voilà, je vous ai mis quelques images pour vous parler de moi. J'aime bien commencer par ma vie personnelle. Voilà, donc j'ai 3 enfants, 3 beaux enfants, Arthur, Juliette et Léo, qui ont aujourd'hui 14 ans, 17 ans et 20 ans. J'ai aussi un chat que Nathalie au premier rang connaît bien, Sacha.
Et voilà. Et pourquoi j'ai mis cette photo au centre? Alors c'est une photo qui a été prise il n'y a pas très très longtemps à la ferme du Recueil, où j'ai la joie d'avoir un jardin partagé, et avec un énorme radis noir que j'ai récolté. Et pourquoi cette photo? Parce que le premier métier que j'ai voulu faire quand j'étais toute petite, je devais avoir 5 ou 6 ans, je voulais être maraîchère. Alors, je ne suis pas maraîchère aujourd'hui. Néanmoins, voilà, j'ai un jardin et ça me donne beaucoup de joie. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que la terre est quelque chose qui est très très présent dans ma vie aujourd'hui. Ça, c'est l'éthique de la permaculture, et c'est vrai que c'est voilà, quelque chose qui est vraiment au cœur de ma vie, tant personnelle que professionnelle. Prendre soin des hommes, avec un grand H, prendre soin de la terre et partager équitablement les ressources. Ça m'amène du coup pour vous dire en 2 mots ce que je fais aujourd'hui dans ma vie professionnelle. J'accompagne en fait les organisations à se transformer pour aller vers plus de respect du vivant. Le vivant sous toutes ses formes, les hommes avec un grand H et la terre, la planète. Voilà, donc c'est mon métier, j'accompagne les transformations tant individuelles que collectives, transformations humaines, managériales, transformation aussi des modèles économiques pour aller vers des modèles plus respectueux du vivant, comme par exemple voilà, tout ce qui est perma-entreprise, donc très imprégné de la permaculture et entreprise à mission. Et je suis aussi formatrice, consultante et facilitatrice en intelligence collective et aussi auteure. Je suis en train d'écrire un livre sur le leadership conscient, qui pour moi est une forme de leadership. Enfin voilà, aujourd'hui on ne va pas parler de leadership, mais voilà, c'est un leadership qui est dans cet équilibre justement entre énergie du féminin et énergie du masculin. Alors, je vous disais, voilà, la terre c'est quelque chose qui est importante pour moi. Je viens de la campagne, je suis née à Angoulême, en Charente, il y a 48 ans. Et j'ai passé mon enfance entre voilà, la Charente, mais aussi la Dordogne, où mes grands-parents avaient une ferme. Cette ferme existe toujours. Ça, c'est en Dordogne, à Saint-Martial, où j'ai passé une partie de mon enfance. Et voilà, et c'est ce qui m'a imprégnée, et c'est important pour moi d'en parler parce que c'est pour vous dire voilà, d'où je viens, mes racines, c'est vraiment ancré en moi. J'avais une maman professeure de la vie et de la terre, donc voilà, mon papa professeur dans un lycée agricole, tous les deux très, voilà, enfin, avec cet amour de la terre. Et j'ai mis cette image-là aussi pour vous expliquer d'où je viens, et vous allez voir, il y a un autre animal qui va venir après, mais voilà, ça c'est une vache. Les vaches que j'aidais mon grand-père dans cette ferme justement en Dordogne, voilà, on sortait les vaches et on les amenait au champ et puis on les ramenait le soir à l'écurie. Il se trouve que c'est aussi peut-être mon animal totem, j'en sais rien, en tout cas je suis taureau. Donc le taureau il est ancré dans la terre, dans la matière. Et j'ai fait un chemin ces dernières années, alors la terre est toujours là bien sûr en moi et voilà, c'est important pour moi, mais c'est vrai que le chemin de ces dernières années a été un chemin pour moi de la terre vers l'eau et vers l'énergie de l'eau. Ça, c'est une image qui date d'il y a 1 an. J'ai eu la chance d'aller en Égypte à la rencontre des dauphins, à Sattaya. Et je suis, en fait, l'eau, voilà, c'est aussi dans ma vie très présent. Je fais de la plongée sous-marine, alors pas que dans des belles eaux exotiques. Je plonge à Tournai, pas loin d'ici, en Belgique, toute l'année. Voilà, et donc l'eau aujourd'hui est quelque chose qui est très très présent dans ma vie, et c'est vrai que voilà, je suis, j'ai envie de dire un peu, voilà, vache et dauphin peut-être, taureau, enfin ouais, taureau, vache, en tout cas terre et eau. Et c'est de ça dont je vais vous parler, c'est de cet équilibre entre voilà, la terre, l'ancrage et l'eau, l'élément eau, l'élément du féminin. Alors, pourquoi cette conférence ? Voilà, cette conférence, elle est importante pour moi et voilà, je vais vous parler de moi. C'est important pour moi dans cette conférence-là. Pourquoi cette conférence ? Eh bien parce qu'il y a quelques années, j'ai perdu l'équilibre, tant dans ma vie personnelle que professionnelle. Et tout s'est effondré dans ma vie en l'espace de
quelques mois, quelques années. Et en fait, j'ai compris avec du recul que je m'étais coupée d'une partie de moi-même. Et c'est ça qui avait amené au déséquilibre, en fait. Je ne m'étais pas coupée de cette énergie, justement, du féminin, de cette part douce, féminine, intuitive, créative. Voilà, cette peinture représente cette coupure, cette cassure. Et donc j'ai compris ce qui s'était passé et aujourd'hui j'ai fait ce chemin et j'ai réintégré en moi cette énergie du féminin. Et aujourd'hui c'est vrai que je me sens complète, entière, en harmonie avec moi, avec les autres et avec le monde. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est ce chemin et comment globalement dans un monde où on a un excès de yang et un déséquilibre entre justement l'énergie du féminin et du masculin, eh bien comment on peut revenir à l'équilibre en réincorporant cette énergie du féminin. Donc mes intentions avec cette conférence, voilà, j'ai plusieurs intentions. La première, effectivement, c'est de vous partager ça, de vous partager mon expérience, mon vécu, pour peut-être vous aider à retrouver ce chemin de l'équilibre et en tout cas le chemin vers l'harmonie, vers la paix intérieure, et plus largement voilà, au-delà de soi. Ma deuxième intention, c'est d'être, tout simplement, c'est-à-dire justement de ne pas être de pas chercher à faire une performance ici, mais vraiment d'être et d'être dans ce partage et voilà, dans la présence avec vous, d'être dans cette énergie du féminin. Et puis, ma troisième intention avec cette conférence, c'est de contribuer modestement, en tout cas, à l'équilibre et à la paix dans le monde en faisant cette conférence parce que, effectivement, je crois qu'on n'est pas séparés et que si je suis en paix, si on est en paix, alors on diffuse cette paix autour de nous. Il y a une petite phrase que j'ai envie de vous lire de Hélène Caddy dans La Petite Voix qui dit « Tu es un tout petit monde à l'intérieur de toi. Quand il y aura paix, harmonie, amour et compréhension, là, tout au fond de toi, tout au fond de ton petit monde, cela se reflètera dans le monde extérieur autour de toi. Lorsque tu peux le faire, tu commences à contribuer et à remédier à la situation du monde. » Voilà, donc c'est vraiment mon intention aussi, effectivement, en vous partageant cette conférence aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'énergie du féminin ? On a commencé à en parler. C'est effectivement pas une question de sexe ou de genre, hein, c'est vraiment l'énergie, de l'énergie, et une énergie qui est présente en chacun de nous, que l'on soit un homme ou une femme. L'énergie du féminin nous parle de réceptivité, de calme, de lenteur, d'intuition, de créativité, d'écoute, d'empathie, de coopération. C'est l'énergie de l'être. C'est une énergie qui est tournée vers l'intérieur et effectivement, en médecine traditionnelle chinoise, c'est l'énergie de l'élément eau. Le masculin, c'est la combativité, c'est l'action, la rapidité, la logique, la performance, la puissance, la force, l'esprit de conquête. Et c'est l'énergie du fer. C'est une énergie qui est tournée vers l'extérieur. C'est l'élément feu dans la médecine traditionnelle chinoise. Le Tao nous parle du yin et du yang. Donc le yin, l'énergie du féminin, et le yang, l'énergie du masculin. Et ce qui est intéressant avec ce symbole, c'est qu'il nous montre vraiment la complémentarité entre ces deux énergies. C'est un symbole qui allie vraiment les deux. Il y a une unité. On n'a jamais vu ce symbole représenté uniquement à moitié. Parce qu'effectivement, voilà, tout dans le monde finalement repose sur cet équilibre entre le yin et le yang. Et l'harmonie du monde repose sur cet équilibre-là. Voilà, on peut parler par exemple du soleil et de la lune. Hein. Le soleil, yang, la lune, yin. Le jour et la nuit. Le chaud et le froid. L'été et l'hiver. Donc tout dans le monde repose sur cette harmonie. Et donc, dès lors qu'il y a déséquilibre, alors il y a un risque de chuter, de tomber. Et c'est ce qui m'est arrivé
donc il y a quelques années, j'étais dans ce déséquilibre, un excès de yang, et ça m'a amenée à chuter. Voilà, c'était donc il y a quelques années, en 2015, j'avais 40 ans. J'étais alors directrice de la relation client de Kiabi. Donc voilà, un super poste, beaucoup de responsabilités qui m'amenaient à beaucoup me déplacer en France, en Espagne, en Italie, en Russie. J'étais interviewée dans des magazines, je participais à des tables rondes sur des salons professionnels. J'étais 3e lauréate de la palme du directeur de la relation client 2014. Alors, directeur, et d'ailleurs il n'y avait que des femmes ce jour-là, mais voilà, c'était quand même le directeur de la relation client. Donc une vie intense, trépidante, une vie qui me passionnait vraiment. Hein. J'étais voilà, très engagée, très investie. J'avais un agenda qui ressemblait à ça. J'arrêtais jamais, en fait. Le soir, je rallumais le PC quand je rentrais du travail. Voilà, j'ai jamais arrêté, sauf finalement pour mes congés maternité. Et puis, à côté de ça, j'avais aussi une vie de famille intense, donc 3 enfants. Je vous les ai montrés tout à l'heure. À l'époque, ils avaient 6 ans, 9 ans, 12 ans. Un mari qui, comme moi, avait une belle situation professionnelle. Et donc, voilà, on avait une vie, j'ai envie de dire, parfaite. Belle maison, beaucoup de voyages. Ça, c'est notre beaucoup de voyages, et oui, au bout du monde. Hein. Notre dernier voyage en 2015 en Asie. 3 semaines à Singapour, puis à Bali, à Lombok, en Indonésie. Et donc, c'était voilà, la vie parfaite, la famille parfaite, la femme parfaite. En tout cas, je me sentais parfaite, accomplie. Jusqu'à ce que, patatras, tout s'écroule. Ça a commencé voilà, au niveau de mon travail où, bizarrement, je me suis sentie de moins en moins bien dans mon travail. Et je dis bizarrement parce que, effectivement, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais quand même le job de rêve, une vie passionnante, trépidante. Et petit à petit, je me suis sentie de moins en moins épanouie. J'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait jusqu'à ce que je comprenne que j'avais besoin de davantage de sens. Besoin et envie en fait d'accompagner les hommes avec un grand H dans toutes les transformations que vivait l'entreprise. Et donc, lors de mon entretien annuel, c'était en début 2015, j'ai émis le souhait de devenir coach interne, voilà, pour m'occuper des hommes, pour prendre soin des hommes. Sauf que je n'en avais pas les compétences. J'avais fait une grande école de commerce et le métier n'existait pas dans l'entreprise, ou du moins pas encore. Et donc, on m'a dit que si c'est ce que j'avais envie de faire, eh bien, ça ne se ferait pas dans l'entreprise, mais ça serait en dehors de l'entreprise. Et là, ça a été une grosse désillusion. Voilà, je me suis sentie trahie, une forme de trahison après tout ce que j'avais donné. J'aimais cette entreprise, voilà, donc je me suis sentie rejetée. Voilà, désillusion, effondrement. J'ai négocié mon départ, j'ai quitté l'entreprise. Et puis, quelques mois plus tard, mon mari m'annonce qu'il souhaite qu'on se sépare. Je sens, j'ai encore de l'émotion. Là aussi, je ne comprends pas ce qui m'arrive, ce qui nous arrive. C'est l'effondrement, la dégringolade. Aujourd'hui, voilà, après la dégringolade, il y a eu la reconstruction et la renaissance. Et j'ai compris aujourd'hui que, quelque part, je m'étais consumée dans le feu du yang. Voilà, j'avais cette vie intense, trépidante. Je gérais de front cette vie de cadre supérieur qui était passionnée, engagée, qui menait voilà, énormément de choses. Je gérais tout, j'organisais tout, tant dans ma vie personnelle que professionnelle. J'avançais coûte que coûte dans mon blindé militaire, avec mon casque pour ne pas prendre de coups. Et voilà, j'avais une grosse cuirasse, une grosse carapace qui m'empêchait finalement de ressentir le mal-être qui grandissait en moi et autour de moi. En fait, je m'étais coupée complètement de cette énergie du féminin, de cette part de moi qui était dans la douceur, dans la sensibilité, dans l'intuition, la créativité.
J'avançais en mode warrior, toujours avec le sourire. D'ailleurs, mon nom de jeune fille, c'est Guérie, c'est intéressant, avec 2 R, la guerrière. Voilà, donc ça, c'est d'où je viens. Et en fait, avec du recul, j'ai compris que tout ça, ça avait été vraiment un magnifique cadeau sur mon chemin, parce que ça a été le point de départ d'une véritable transformation intérieure, personnelle, qui m'a permis d'aller rechercher cette énergie du féminin et de retrouver l'équilibre. Parce que finalement, quand tout s'écroule à l'extérieur, on n'a pas d'autre choix que de revenir à l'intérieur. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai découvert la méditation en pleine conscience, le yoga. J'ai découvert aussi la communication non violente qui m'a beaucoup apporté, qui m'a permis de me reconnecter à mes émotions, à mes besoins. J'ai fait des stages de développement personnel. J'ai fait une thérapie, psychothérapie de plusieurs années. J'ai découvert les soins énergétiques, la kinésiologie. Voilà, je suis allée vraiment guérir toutes ces parts de moi qui étaient blessées et qui m'avaient amenée dans cet excès de yang. Je me suis aussi remise à la plongée. Donc la plongée, j'en parlais en introduction, mais qui est cette énergie du féminin pour moi. Enfin, l'eau, j'ai découvert l'élément eau, qui est l'énergie du féminin par excellence, que j'avais arrêté en fait à la naissance de mon fils aîné, la plongée. Et puis plus récemment, je me suis mise à l'écriture et à la peinture intuitive. Voilà, donc tout ça, ça s'est fait, c'était en 8 ans de temps. Je n'ai pas tout fait ça d'un coup, mais voilà, il y a eu ce travail ce travail. En tout cas, je ne l'ai pas vécu comme un travail, ça s'est fait très naturellement. En tout cas, ce chemin, voilà, plus que ce travail, ce chemin qui m'a permis de réintégrer cette énergie du féminin. Ces peintures que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est des peintures que j'ai faites cet été, lors d'un stage de peinture intuitive. Qui dit peinture intuitive dit que je n'ai pas du tout cherché à faire ça. C'est-à-dire qu'on avait une seule consigne qui était de faire 3 toiles qui représentaient le passé, le présent, le futur. Et c'est ça qui a émergé, voilà. Je n'ai pas cherché à comprendre, voilà, c'est ça qui est sorti. Et quand j'ai analysé ensuite ces peintures, j'ai compris que ça représentait le chemin que j'avais parcouru et qu'effectivement, la première, pour moi, représente vraiment ce déchirement et cette part de moi qui s'était coupée, en tout cas je m'étais coupée d'une part de moi, de la moitié de moi-même, qui est l'énergie du féminin. Aujourd'hui, je me sens, je pense, plutôt ici, effectivement, donc je ne vous parlerai pas de la 3e toile. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai réintégré cette énergie du féminin en moi. J'ai recollé les morceaux, vous savez, un petit peu comme cet art au Japon là, qui colle les morceaux avec de l'or. Et voilà, je me sens entière, réunifiée, complète, en harmonie avec moi-même, avec les autres et avec le monde. Et c'est pour ça que voilà, j'ai envie de vous parler de comment on fait pour réintégrer cette énergie du féminin. Avant de parler de comment on fait, je pense que c'est important aussi de comprendre les causes du déséquilibre. Qu'est-ce qui peut amener à cet excès de yang pour justement pouvoir retrouver la voie de l'équilibre? Alors dans mon cas, même si je n'ai pas fait un burn-out à proprement parler, je pense que clairement les premiers symptômes étaient là. Quand je vous parlais notamment de mon travail, voilà, j'étais très fatiguée, toujours fatiguée, une grosse fatigue physique, mentale, émotionnelle. J'étais très irritable. Là, je pouvais être agressive, verbalement en tout cas. Et puis, il y a eu cette perte de sens, la perte du sentiment d'accomplissement également. Et finalement, voilà, je crois que, quelque part, il y avait vraiment les premiers symptômes du burn-out qui étaient là, donc un grand mal-être en tout cas, que je ne ressentais pas parce que j'étais coupée de ma sensibilité, mais qui était bel et bien là. Et en fait, l'excès de yang amène à un mal-être généralisé, donc déjà un mal-être au niveau individuel, des burn-out. Un salarié sur 3 en France souffre de burn-out sévère, des dépressions. Les chiffres aussi sont impressionnants. En France, 1 personne sur 5 a souffert ou souffrira de dépression au cours de sa vie. Des chiffres qui sont en très forte augmentation. Un mal-être au niveau collectif. Marie-Claire en a parlé tout à l'heure.
Voilà, tous ces mots illustrent ce qu'on vit aujourd'hui et ce à quoi nous amène l'excès de yang dans notre monde au niveau collectif. Et puis un mal-être au niveau de l'ensemble du vivant et de la planète. On parle de la 6e extinction de masse. Après l'extinction des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Les scientifiques prédisent que la moitié des espèces vivantes pourraient disparaître d'ici un siècle. Si on continue, enfin, voilà, on est sur un rythme actuel d'extinction qui est de 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel. Et ce mal-être, il est effectivement au niveau de la planète de manière générale. Ça, c'est un graphe qui parle des 9 limites planétaires. En fait, il y a 9 limites à ne pas dépasser pour que la Terre reste habitable. Aujourd'hui, sur ces 9 limites, on en a dépassé 6. La biodiversité, je viens d'en parler. Le changement climatique, on en parle beaucoup. Pollution chimique, pollution plastique, l'eau dont on parle aujourd'hui et qui est, voilà, on commence à manquer d'eau douce dans beaucoup d'endroits dans le monde. Donc, c'est l'habitabilité même de la mer, de la terre-mer, qui est menacée. D'où vient ce mal-être? Alors, ce que je trouve intéressant dans le terme mal-être, eh bien, c'est le mal, pour moi, c'est le mal à être. Et l'être, voilà, je vous l'ai introduit tout à l'heure quand je parlais du yin, l'être, c'est l'énergie du féminin. Donc, pour moi, ce mal-être vient vraiment de ce refoulement de l'énergie du féminin qui a amené à ce déséquilibre et à cet excès de yang. Ce refoulement de l'énergie du féminin, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, notre héritage culturel, l'héritage d'une société patriarcale de plusieurs millénaires, où effectivement, pour accéder au pouvoir, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est la force physique qui compte. On fait la guerre pour accéder au pouvoir. Et de ce fait-là, la sensibilité est vue comme une faiblesse. Quand on est petit, les garçons, mais je ne pense pas que les garçons, moi je l'ai entendu aussi, voilà, on a entendu, peut-être moins de nos jours, mais on a, peut-être vous avez vous aussi grandi avec cette phrase, sois fort, sois forte, ne pleure pas, pleurer est vu comme une faiblesse. Et donc, voilà, on se coupe finalement de cette sensibilité parce qu'on intègre que c'est une faiblesse, on l'intègre et c'est là, c'est présent finalement depuis des millénaires et c'est un héritage que l'on a avec nous. L'énergie du féminin étant vue comme une faiblesse, le féminin a été réprimé pendant des siècles et des siècles. Et donc on porte en nous ces mémoires-là, des mémoires de répression de l'énergie du féminin. Répression des femmes, répression des homosexuels, qui ont peut-être une sensibilité effectivement plus développée, répression des sorcières, les sorcières qui étaient l'énergie du féminin, selon moi, poussée à son paroxysme. Les sorcières étaient des femmes, enfin les femmes dites sorcières, étaient des femmes d'une très très grande sensibilité, des guérisseuses, des femmes extrêmement reliées, connectées, et donc beaucoup d'énergie du féminin. Et on porte en nous cet héritage-là aussi, qui nous fait dire, voilà, cette énergie du féminin, attention, danger, on pourrait peut-être finir brûlé si on exprimait trop notre énergie du féminin. Donc c'est aussi quelque chose qui fait qu'on peut la refouler, la mettre de côté. Et puis, il y a eu un effet de balancier. On parlait tout à l'heure de Margaret Thatcher. En tout cas, voilà, dans les années 60, finalement, après des siècles de répression, les femmes ont voulu reprendre le pouvoir. Sauf que finalement, au lieu de reprendre le pouvoir en développant cette énergie du féminin, ça s'est fait plus dans la force finalement. Voilà, il y a une lutte aussi pour aller rechercher des droits. Et donc, ça a amené à nouveau à un développement de cette énergie du masculin, le yang. Une autre raison, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la sensibilité qui fait que, en tout cas, voilà, c'est moi personnellement ce que j'ai vécu. Quand on a une forte sensibilité, encore plus quand on est hypersensible, eh bien, on peut se couper de cette sensibilité pour justement faire face à ces blessures. Parce que c'est douloureux, on ne sait pas comment gérer et donc on se coupe de cette sensibilité-là et donc ça amène à développer cette énergie du masculin. Finalement,
c'est peut-être pas une bonne idée, en tout cas moi c'est ce que j'ai compris après coup, mais c'est vrai qu'on fait du mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut avec qui on est, avec ce que l'on a appris. Et finalement, cette non prise en charge de nos blessures peut venir encore plus renforcer ce déséquilibre. Là, je vous renvoie au livre, au très bon livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Et finalement, quand on est blessé, eh bien, on va venir renforcer ce yang si, en tout cas, on ne prend pas en charge ces blessures. Par exemple, la blessure de trahison amène à être dans le contrôle, le faire, voilà, le contrôle, et donc on développe encore plus cette énergie du masculin. De même que les blessures de rejet, d'abandon, qui amènent à un besoin énorme de reconnaissance, d'amour, qui fait qu'on est tourné vers les autres à outrance et qu'on peut voilà, être dans le don de soi, finalement, un don de soi sacrificiel, le faire, le faire, le faire. Et donc, le faire, c'est le yang, c'est l'énergie du masculin. Notre monde moderne aussi vient renforcer ce feu du yang, hein, le monde moderne où tout va toujours plus vite. On l'a vu, la vitesse, la rapidité, c'est le yang. Les voitures vont toujours plus vite, Internet, la révolution digitale, tout ça amène énormément de vitesse dans nos vies. On est connecté, ultra connecté, voilà, et finalement les téléphones portables nous amènent à vouloir être toujours dans cette connexion, cette ultra connexion, à répondre toujours plus vite aux messages qu'on nous envoie. Et là aussi, ça vient renforcer le yang. Et puis notre monde moderne, c'est aussi la société de consommation qui renforce, qui valorise finalement aussi le faire, le paraître et l'avoir au détriment de l'être. Et finalement, tout ça, ça nous amène à un mal-être. Et là, on a un véritable cercle vicieux puisque ce mal-être, finalement, on cherche à le résoudre en étant encore plus dans le faire, dans l'avoir. Quand on ne va pas bien, on va peut-être, plutôt que de revenir vers soi, on va peut-être chercher je sais pas, à faire davantage, on va aller courir, on va aller faire du shopping, on va partir en vacances au bout du monde, on va vouloir acheter le dernier gadget. C'est ce que la publicité nous fait croire, qu'en faisant, en achetant, en consommant, on va aller mieux. Mais finalement, tout ça, ça ne vient que renforcer le mal-être et renforcer encore cette énergie yang. Donc finalement, on fait erreur parce qu'on cherche à guérir ce mal-être en se tournant encore plus vers l'extérieur, alors que la réponse, elle est vraiment à l'intérieur, dans le retour à soi et dans le retour, du coup, vers cette énergie du féminin. Alors, comment on fait pour développer cette énergie du féminin ? Vous avez peut-être entendu parler des 4 R qui permettent d'être plus écologiques: refuser, réduire, réutiliser, recycler. Moi, je vais vous parler des 4 R qui permettent de développer son écologie intérieure. L'écologie qui permet justement de rééquilibrer énergie du féminin et énergie du masculin. Ralentir, respirer, ressentir et revenir à l'intérieur. Alors, ralentir, j'aime beaucoup cette phrase de Lao Tse qui dit « La nature fait les choses sans se presser et pourtant tout est accompli ». Je vais vous partager du coup quelques pistes de comment faire pour justement ralentir. Ralentir, ça commence déjà par s'écouter. S'écouter, écouter les signaux de fatigue physique et émotionnelle que nous envoie notre corps. Écouter peut-être la boule qu'on peut avoir dans le ventre, le mal au dos. On a déjà des premiers signaux et donc une invitation à ralentir. C'est aussi en faire moins, mais mieux, dans le respect de soi, de ses besoins, de son énergie. Lâcher le contrôle, cesser de vouloir tout faire. Je pense que finalement, on se rend compte quand on part en vacances ou quand on est malade que la vie, elle continue à tourner sans nous. Et donc, c'est réussir à... Alors, je sais que ce n'est pas facile, mais en tout cas, prendre du recul par rapport à ça pour vraiment lâcher ce contrôle-là. Cesser de vouloir être dans toutes les réunions, pour le travail, vouloir tout gérer, même à la maison. Savoir demander de l'aide. Savoir aller dans cette vulnérabilité.
Jardiner pour se reconnecter au rythme de la nature. Alors forcément, je ne pouvais que vous parler de jardinage, mais je trouve que voilà, c'est vraiment une très très belle manière de ralentir. Pourquoi? Parce que le jardin nous amène à nous reconnecter au rythme du vivant qui est lent, qui est très très lent, entre le moment où on sème une graine et le moment où on va pouvoir récolter les légumes, les fruits. Il se passe plusieurs mois, sauf peut-être pour les radis. Mais hormis les radis, c'est extrêmement lent et donc ça nous apprend vraiment la patience et de voir finalement ce rythme qui est notre rythme à nous, sauf qu'on s'en est déconnecté. Donc ça permet de se reconnecter à ce rythme-là. Une autre piste, c'est de s'accorder au rythme des saisons. On l'a vu tout à l'heure, l'hiver, là dans lequel on entre, l'hiver est yin, tandis que l'été est yang. L'été, c'est le feu, le soleil. Et l'hiver, eh bien, les jours raccourcissent, c'est le froid et donc c'est le retour à l'intérieur. Et le retour à l'intérieur, c'est au sens propre comme au sens figuré, c'est revenir à la maison, revenir à l'intérieur de soi. Voilà, donc c'est aussi une période où, je ne sais pas si vous le sentez dans votre corps, mais moi j'ai beaucoup plus besoin de dormir en hiver. Et donc voilà, je vous invite vraiment, pour ralentir, en tout cas, d'essayer de se resynchroniser aussi avec le rythme des saisons. De moins sortir, de faire moins de choses et juste d'écouter ce rythme qui est là et de se synchroniser finalement aux saisons. Faire des vraies pauses, arrêter de manger un sandwich en 5 minutes le midi. Faire des vraies pauses, c'est aussi tout simplement ne pas ramener son PC peut-être le soir après le travail, ne pas le réouvrir, fermer l'ordinateur le soir, le week-end. Faire la sieste. Ne rien faire, ça va avec les vraies pauses. Alors moi j'ai la chance de travailler beaucoup chez moi, donc je peux facilement faire la sieste, mais c'est vrai que faire une pause, c'est aussi ça, c'est s'accorder une vraie pause le midi, peut-être rentrer chez soi, faire une sieste même de 10 minutes, un quart d'heure, ça fait beaucoup de bien et ça aide à ralentir. Marcher, randonner, changer ses modes de déplacement. Je pense qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas de voiture et qui pourraient témoigner de ce que ça permet. Mais voilà, moi j'ai eu une période sans voiture où j'ai eu un accident de voiture et j'ai redécouvert vraiment la marche à pied, le vélo, les transports en commun, le bus, attendre le bus. Et tout ça, ça permet vraiment de ralentir. Donc voilà, pour ceux qui ont la chance en tout cas d'être en milieu urbain, je vous invite vraiment à essayer de lâcher. C'est vrai que parfois, parce qu'on veut aller vite finalement, on prend la voiture par solution de facilité. Mais finalement, on pourrait fonctionner autrement et se dire, je prends plus de temps. Voilà. Et plutôt que de faire les choses en 5 minutes, ça va peut-être me prendre une demi-heure. Mais j'y vais plus lentement. Et puis changer ses modes de déplacement, ça peut être aussi de lâcher l'avion et prendre plutôt le train plutôt que l'avion. C'est bon pour la planète et c'est bon aussi pour notre écologie à nous personnelle. Se déconnecter des écrans et des réseaux sociaux, on l'a vu, vraiment Internet nous amène dans un rythme vraiment effréné, cette ultra-connexion. Et c'est important pour moi de savoir se déconnecter. Ça peut être enlever ses notifications, ça peut être enlever ses applications de messagerie instantanée de son téléphone, enlever son mail de son téléphone. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais ça peut être tout simplement aussi de faire des digital detox, c'est-à-dire, si pour vous c'est difficile, de faire peut-être juste le temps des vacances. Et en fait, je vous ai montré cette image-là avec les dauphins. Voilà, moi j'ai vécu donc, il y a 1 an, 1 semaine en mer Rouge, 0 connexion. Et c'était extraordinaire. J'ai vraiment senti à quel point ça m'apaisait de ne pas être connectée. Je n'avais pas accès à Internet pendant 1 semaine. Et voilà, et si vous ne le faites pas en permanence, de temps en temps, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Prendre des vraies vacances, alors ça, j'en parle en connaissance de cause. Je vous disais que dans ma vie précédente, dans mon autre vie, je gérais tout, j'organisais tout, et donc notamment les vacances, et j'adorais ça. Sauf que les vacances avec moi, c'était des vacances très yang, très très yang, tout était millimétré, organisé, les visites du matin, les visites de l'après-midi, jour par jour. Et voilà, et en fait, j'ai compris aujourd'hui que ce n'était pas des vraies vacances. Aujourd'hui, je prévois plus grand-chose et je trouve ça vraiment super de juste rien prévoir ou très peu.
quitte à ne pas partir en vacances. Et finalement, c'est bien aussi, je trouve, de juste se reposer, ne rien faire. Et finalement, je crois que voilà, il y a aussi cette société de consommation dans laquelle on vit, qui nous fait miroiter des beaux voyages, etc. Et forcément, quand on part au bout du monde, on a envie de tout faire, tout voir, visiter tous les temples. Mais voilà, est-ce que ce sont des vraies vacances vraiment reposantes? On a besoin de ralentir, on a besoin pour notre corps vraiment de moments où on ne fait rien. Et puis s'arrêter, vraiment, c'est plus que les vacances. Ce que je mets derrière ce mot s'arrêter, c'est se retirer du monde pour finalement revenir à l'intérieur, faire des retraites. Une retraite, on se retire du monde. J'ai mis en place ça dans ma vie, alors pas forcément au sens retraite, mais en tout cas je suis partie pour la première fois il y a quelques années seule en Corse pendant une semaine pour marcher, vivre au rythme de mes jambes, des bus et du petit train corse. Et c'était vraiment un retour à moi incroyable qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis depuis peu de temps, mais depuis 2 ans, je fais au moins une retraite par an, que ce soit une retraite de yoga. Ce séjour en Égypte, c'était une retraite pour moi aussi, coupée du monde. Et je me rends compte à quel point ça me ressource énormément, ça me régénère en fait. Et je pense vraiment que on vit dans un monde où tout va tellement vite que c'est important de s'offrir ce retour à soi. Et il n'y a pas besoin de partir au bout du monde, on peut partir sur la côte d'Opale pendant une semaine. Ça le fait aussi. Le deuxième R, c'est respirer. Alors, Gandhi nous dit « J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je dois méditer 2 heures plutôt qu'une ». Et cette phrase, elle me parle beaucoup, beaucoup. Je vais vous parler un petit peu de méditation de pleine conscience et de yoga parce que moi, c'est ce que j'ai mis en place dans ma vie pour me reconnecter à ma respiration. Après, il y a plein d'autres techniques dont je ne vous parlerai pas parce que je ne les connais pas forcément, mais voilà, j'ai envie de vous dire, moi, ce que la méditation et le yoga m'apportent dans ma vie. Déjà, pour moi, ça aide à se resynchroniser justement au rythme du vivant. On l'a vu, le vivant, la nature est dans cette harmonie du yin et du yang. Et la respiration permet ça, parce que la respiration, on a cet équilibre entre l'inspiration, l'expiration, avec ce temps de pause au milieu, un petit temps de rétention. Voilà, et on est vraiment du coup dans cet équilibre parfait. Ça m'apporte aussi le fait d'apaiser le mental. Quand on revient à soi, quand on revient à la respiration, on est pleinement dans son corps et donc ça aide à lâcher le mental. Et quand on lâche le mental, alors petit à petit, on apprend à lâcher ses peurs, on lâche le contrôle et finalement, on lâche prise. Et quand on lâche prise, on est dans l'accueil. Et l'accueil, c'est l'énergie du féminin par excellence. Ça permet aussi de s'observer, d'observer ses pensées, ses comportements, de prendre du recul par rapport à soi et donc de développer la conscience de soi. Et en fait, ça me semble vraiment très, très important parce que ça permet de déprogrammer justement des modes de fonctionnement qui sont vraiment ancrés, qui sont là depuis des années, voire des décennies. Et sans cette conscience de soi, c'est vraiment très, très difficile de changer. Ça permet aussi de se reconnecter à soi, à ses ressentis. Quand on est dans la respiration, on est dans le corps. D'accord ? Donc ça permet de revenir au corps. Ça permet aussi de développer sa qualité de présence à soi, aux autres, au monde qui nous entoure. Moi, je constate vraiment à quel point la méditation, le yoga m'apporte énormément d'attention. Voilà, je suis quelqu'un à la base qui suis facilement happée par l'extérieur, curieuse de beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, la concentration, c'est pas facile. Et en fait, ça m'aide à revenir à moi et à vraiment développer cette attention, cette concentration. Et cette attention à moi, mais aussi aux autres. Et puis, ça aide à développer son intuition et sa créativité également. Et donc, finalement, tout ça, tous ces mots-là, vous voyez, on est vraiment dans l'énergie du féminin. Alors, ce qui est important, ça va être de trouver la pratique qui permet de revenir à soi. Pourquoi j'ai mis cette image ?
parce qu'aujourd'hui, le yoga, c'est beaucoup démocratisé. On peut en faire dans plein de salles de sport. Mais en réalité, voilà, tout dépend du yoga qu'on pratique. Et je ne veux pas porter de jugement, mais c'est vrai que voilà, parfois, il y a des yogas où on est vraiment dans la quête de performance, ce que je pourrais appeler le yoga bretzel. On cherche à faire le bretzel. Et sans doute que c'est très chouette et que ça apporte beaucoup de choses. Et on se muscle, on se gaine, etc. etc. Mais c'est comme tout finalement. Voilà, pour moi, là, on va être dans un yoga qui est plus yang, qui est dans la recherche de performance. C'est l'énergie du masculin, ce n'est pas l'énergie du féminin. Donc quand je parle de yoga, je parle vraiment de yoga traditionnel. C'est ce yoga-là que je pratique. Voilà, donc j'ai découvert notamment... En fait, c'est un yoga extrêmement doux. Moi, j'ai découvert il y a quelques années un yoga qui est donc très doux. Et voilà, c'est le yoga traditionnel. Il y a des pratiques de yoga restauratif. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est ce qu'on voit à droite. Et donc, dans le yoga restauratif, on est vraiment dans du soin à soi. Je peux vous assurer, quand on est très, très yang, ce qui était mon cas, j'étais dans ce feu du yang, et très mental, ça permet vraiment de lâcher énormément de choses et ça fait vraiment beaucoup de bien. Ce qui est important aussi, et ce que j'ai mis là-haut, c'est vraiment la régularité. C'est-à-dire que pour moi, et quand on parle, que ce soit le yoga ou la méditation, ce qui est important, c'est vraiment la régularité, le quotidien, tous les jours. Et il vaut mieux faire 5 minutes, 10 minutes chaque jour plutôt qu'une heure, une fois de temps en temps. Ça a été très difficile pour moi. J'ai découvert la méditation en pleine conscience en 2015. Je n'ai pas réussi. Alors vous voyez, là je vous parle avec des mots plus de yang, hein, je n'ai pas réussi. C'est-à-dire que oui, voilà, en groupe, j'arrivais, voilà, je méditais. Mais chez moi, je n'y arrivais pas. Et bon, j'ai fini par lâcher prise. J'ai fait du yoga. En revanche, le yoga m'apportait vraiment beaucoup de choses. J'étais plus dans le corps, ça m'allait bien. Et puis, j'ai redécouvert finalement la méditation il y a 1 an en faisant une retraite de yoga où on démarrait chaque jour par une demi-heure de méditation. Au début, c'était des méditations guidées. Et puis, petit à petit, notre enseignante nous a guidés de moins en moins jusqu'à... on venait, on s'assoyait, on restait en silence pendant une demi-heure. Enfin, on venait si on voulait. Et on démarrait toutes nos matinées comme ça. Ça m'a fait un bien incroyable. C'était, voilà, j'étais dans une paix intérieure, dans une harmonie vraiment extraordinaire. Et donc, je suis revenue en me disant, je veux installer ça dans ma vie. Donc là, je veux, c'est le yang, n'est-ce pas? Mais on ne se change pas. Et c'est bien aussi de savoir utiliser, voilà, les deux finalement. Et donc, je me le suis mise un peu en mode challenge, en me disant, allez Isabelle, tu médites au moins 5 minutes tous les jours pendant 21 jours, puisqu'on dit que c'est le temps qui est nécessaire pour instaurer une nouvelle pratique. Je l'ai fait. Et naturellement, ça s'est rallongé chaque jour. Et donc aujourd'hui, je commence chaque journée par un temps de... Alors pranayama, c'est donc le yoga du souffle, pranayama, méditation. Une demi-heure tous les matins. Et ça me fait un bien incroyable. J'arrive même, tous les matins, je fais 5 minutes de Shavasana. Donc Shavasana, c'est la posture du mort en yoga. Ça a été extrêmement difficile pour moi, vraiment. Donc c'est aussi pour vous dire que c'est possible. C'est-à-dire que faire Shavasana en cours de yoga, j'avais aucun souci pour ça parce que je viens au cours de yoga, voilà, je suis là pour ça. Mais commencer mes journées en m'allongeant 5 minutes sans bouger, ça, c'était vraiment, vraiment un vrai challenge pour moi. Et en fait, dans Shavasana, on est dans le lâcher-prise. Et voilà, et aujourd'hui, je le fais et vraiment, voilà, je vous le partage parce que je pense que ça a vraiment contribué aussi à cet équilibre, à ce rééquilibrage et à cette harmonie que je ressens aujourd'hui dans ma vie. Le 3e R, c'est ressentir. Alors, pourquoi l'image d'une girafe? Certains le savent peut-être, la girafe, c'est le symbole de la communication non violente, parce que c'est le mammifère qui a le plus gros cœur. C'est pour ça que j'ai choisi une girafe. Il y a un proverbe indien qui nous dit « Le chemin le plus long qu'un homme ait à parcourir au cours de sa vie est le chemin allant de la tête au cœur. » Et voilà, je trouve que ça illustre bien cette idée de ressentir. Alors là aussi, quelques pistes de comment finalement renouer avec cette sensibilité quand on s'en est coupé. Déjà, se reconnecter à ses 5 sens. Pour moi, les sens,
c'est ce qui nous permet de revenir au corps. Et le corps, c'est dans le corps que les émotions sont, en fait. Voilà, ça passe par les ressentis. Les émotions, elles sont à l'intérieur de notre corps. Donc, se reconnecter à nos sens nous permet de nous reconnecter à notre sensibilité. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Si vous aimez cuisiner, moi j'adore cuisiner et je trouve que la cuisine permet vraiment de se reconnecter à ces 5 sens, que ce soit l'odorat, bien sûr, le goût, les odeurs avec les épices, mais aussi les couleurs. Moi, j'adore mettre beaucoup de couleurs dans ce que je cuisine. Ça peut être manger en conscience quand on pratique, quand on débute en tout cas la méditation de pleine conscience. Certains l'ont peut-être fait, on fait l'expérience de manger un grain de raisin sec en fermant les yeux. Et donc, c'est vraiment ressentir la texture du raisin, le goût. Et c'est des expériences qui font vraiment éclater tous les sens et qui développent notre sensibilité. Il y a aussi un exercice que j'aimais bien quand j'ai commencé la méditation pleine conscience, qui était de marcher dehors dans le froid et de sentir juste, et là c'est vraiment la bonne période pour le faire, de sentir l'air froid qui rentre à l'intérieur des narines et qui ressort. Et voilà, je vous invite à le faire, mais vraiment en conscience de cet air. C'est vraiment très très intéressant. Et là aussi, c'est des toutes petites choses, mais qui aident petit à petit à renouer avec ses sens et donc avec sa sensibilité. On peut aussi se masser, voilà, et c'est une pratique dans l'Ayurveda, voilà, le massage, on peut se faire masser. Bref, voilà, il y a beaucoup de choses pour se reconnecter à ces 5 sens que l'on peut faire très très facilement. On peut aussi avoir une pratique artistique. Je vous ai parlé tout à l'heure de la peinture. Alors là aussi, tout dépend. Finalement, comme toute chose, on peut le faire en mode yang ou en mode yin. Une peinture où on va chercher à s'appliquer, à être parfait, etc. Voilà, ça va quand même pour moi être plus en quête de performance, d'excellence et plus en mode yang. En revanche, et si vous ne connaissez pas, voilà, je vous invite à découvrir tout ce qui est peinture intuitive, où là, on est au contraire dans le lâcher-prise, dans on s'en fiche de ce qu'on fait, et si c'est pas beau, peu importe, on ne cherche pas à faire du beau, c'est juste à exprimer quelque chose qui est là, à l'intérieur de soi. On peut aussi faire de la danse, de la musique, voilà, il y a beaucoup de choses qui permettent du coup de revenir et de redévelopper cette sensibilité. Des rituels également pour écouter ses émotions, ses besoins et celles des autres. Je vous parlais tout à l'heure de la communication non violente qui, moi, m'avait permis de redécouvrir finalement mes émotions, mes besoins. Et donc, longtemps, voilà, j'ai eu ce rituel d'écrire dans un carnet. Je le fais un petit peu moins aujourd'hui, mais voilà, ça peut faire partie des rituels. Ça peut être des choses aussi qu'on fait pour soi, mais aussi qu'on partage en famille, avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses collègues. Je le fais, moi, dans les entreprises où j'interviens. Et donc, ça permet vraiment de redévelopper cette sensibilité vers soi déjà, mais aussi vers les autres et son empathie. Se laisser traverser par ses émotions, c'est important aussi. Les émotions, une émotion qui ne s'exprime pas, on dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et donc, voilà, ne pas avoir peur de rire, bien sûr, mais aussi de pleurer, d'exprimer sa colère. Se relier à ses intentions. Alors ça, c'est quelque chose que je fais tous les matins aussi, justement après mon temps de pranayama, méditation. J'aime le matin me dire c'est quoi mon intention pour la journée ou mes intentions. Et quand je parle d'intention, c'est vraiment en termes de qualité d'être. Ce n'est pas un objectif où là on est dans le faire, mais c'est vraiment en termes de qualité d'être. Qui j'ai envie d'être, et plus que qui j'ai envie d'être, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Peut-être de la fluidité, de l'harmonie, de l'écoute. Voilà, c'est ça que j'entends par qualité d'être et se relier à ses intentions. Et puis, je vous parlais de la communication non violente. Ça a été vraiment une découverte pour moi, la communication non violente, parce que j'ai compris que jusque-là, j'étais dans une communication qui était, et je peux encore l'être, bien sûr, je suis loin d'être parfaite, mais voilà, le mode de communication dans lequel on est la plupart du temps, on est plutôt dans une communication où on va chercher à répondre à l'autre, à convaincre, finalement, à avoir raison. Et quand on fait ça, eh bien, c'est une communication qui sépare, qui oppose, tandis que la communication non violente, son intention, c'est vraiment d'être en lien avec l'autre, de se rejoindre au niveau du cœur, donc d'être dans cette connexion de cœur.
Donc c'est vraiment une très très bonne école, j'ai envie de dire, pour renouer avec sa sensibilité et réouvrir le cœur en fait. Et puis le dernier R, c'est revenir à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai mis l'image d'un ours. Là aussi, la saison elle est propice, le temps du retour, de l'hibernation, du retour dans sa grotte, dans sa caverne. Jacques Salomé nous dit « La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur ». Alors revenir à l'intérieur, là aussi je vous propose plusieurs pistes. L'introspection, voilà, on en a déjà un petit peu parlé. Dans l'introspection, des stages de développement personnel pour finalement redécouvrir qui on est vraiment à l'intérieur. Des ateliers de travail qui relient. Alors je ne vais pas développer ici, mais voilà, c'est très intéressant le travail qui relie. Il y en a pas mal qui sont proposés en Belgique, avec une association qui s'appelle Terre Éveil en Belgique notamment. Le travail qui relie, en fait, c'est un processus en plusieurs temps, mais qui permet, en tout cas dans un premier temps, de pouvoir exprimer à la fois sa gratitude, mais aussi toute sa souffrance et toute la peine que l'on ressent pour le monde, pour pouvoir, dans un temps, enfin après, c'est en 4 étapes, pour pouvoir changer de regard sur le monde et aller vers l'action, en fait. Donc c'est très utilisé par les activistes militants écologiques, mais pas uniquement. Voilà, on peut le pratiquer aussi en entreprise, dans tout ce qui est processus de transformation, où il y a besoin d'exprimer, de pouvoir exprimer, juste déposer ses émotions. Des cercles de femmes, des cercles d'hommes aussi, il y en a de plus en plus et c'est bien heureux. Des thérapies, voilà, pour moi ça c'est vraiment important, faire une thérapie, parce que je crois que finalement on a tous au fond de soi un petit enfant blessé. Et donc venir guérir ses blessures pour venir équilibrer le donner et le recevoir. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, quand on est blessé, on est plus facilement dans le donner. Je vais donner pour aller chercher à l'extérieur l'amour que je n'ai pas à l'intérieur de moi. Et donc, voilà, il y a ce besoin, finalement, et c'est un puissant fond, et donc c'est un donner, 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 qui amène à ce déséquilibre, parce que quand on donne, on est dans le faire, on est dans le yang. Et puis, alors ça c'est un dernier R, il n'a pas de petit animal celui-ci, mais je vais finir par ça, avoir des rôles modèles qui nous montrent la voie de l'équilibre entre l'énergie du féminin et l'énergie du masculin. Pour moi c'est important parce qu'effectivement on est dans une énergie, dans une époque, et depuis bien longtemps finalement, qui est dominée plutôt par l'énergie yang, je parle bien d'énergie. On a vu que voilà, notre époque moderne vient renforcer encore plus ce feu du yang, et donc finalement on n'a pas beaucoup d'exemples de personnes dans notre entourage qui soient dans cet équilibre-là. Donc c'est important d'aller voir des personnes, d'avoir des personnes qui nous inspirent. Donc je vais vous partager 2 personnes qui moi m'inspirent beaucoup, une femme et un homme, et je vous invite à aller chercher dans votre entourage et voir qui peut être source d'inspiration pour vous. La première, j'en ai parlé, et voilà, pour moi c'est important de la mettre à l'honneur aussi aujourd'hui, puisqu'on est sur l'eau, le thème de l'eau, Leina Sato. Donc Leina Sato, qui est donc apnéiste franco-japonaise, c'est avec elle que j'ai eu la chance de partir il y a 1 an à la découverte des dauphins en Égypte. Leina, pour moi, elle incarne à merveille cet équilibre. C'est une femme qui est vraiment très dans l'énergie du féminin, très très douce, elle a une voix extrêmement douce, elle est toute menue, toute fluette, et en même temps c'est une personne qui est extrêmement engagée, active. Voilà, elle agit pour la préservation des cétacés, donc elle prend la parole, elle fait des conférences, elle met en place beaucoup de choses pour la préservation des cétacés, et donc elle est aussi dans l'action, dans le faire, dans l'engagement, et elle a vraiment cet équilibre-là. Je vois l'heure qui tourne, donc je ne vais pas vous lire peut-être la phrase sur le pranayama. En tout cas, elle compare vraiment le pranayama, donc qui est le yoga du souffle, et donc le moment de rétention, d'apnée qu'il y a dans le yoga, avec ce qu'elle vit dans l'apnée, où en fait finalement l'apnée amène vraiment à ce lâcher-prise total, et donc voilà l'énergie du féminin par excellence. Elle nous dit « L'apnée nous permet de renouer avec cette matrice et ce sentiment océanique de communion profonde avec le monde ». Donc l'apnée, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est aussi voilà, une très très belle manière de redévelopper cette énergie du féminin.
Et puis, je vous ai dit une figure également masculine. Je ne sais pas, certains connaissent peut-être Satish Kumar, donc il est indien. C'est un vieux monsieur aujourd'hui, hein, il est né en 1936. Et pour moi, c'est un très très bel exemple de méditant militant, donc cet équilibre parfait entre le yin et le yang. Satish Kumar, donc il a plein de casquettes, il est auteur, éditeur. Il a co-créé le Schumacher College en Angleterre, qui est une université dédiée à l'écologie holistique. Et c'est aussi un ancien moine. Et en fait, donc il a renoncé à sa vocation de moine à l'âge de 18 ans pour suivre Gandhi dans le mouvement de réforme agraire. Et il a entrepris au début des années 60 une marche de 12 000 km à pied pour la paix, depuis l'Inde jusqu'à Washington. Donc, voilà, pour moi, il incarne vraiment ce méditant, militant, cet équilibre parfait entre le yin et le yang. Donc, je vous invite aussi à aller chercher autour de vous, voilà, qui peut être source d'inspiration pour vous. Pour conclure, j'ai 5 messages clés avec lesquels j'aimerais que vous repartiez. Le premier, c'est une invitation à changer de regard sur l'énergie du féminin et à voir cette énergie du féminin comme un super pouvoir. Je pense que c'est important pour la réintégrer dans nos vies et dans notre société de manière générale. L'énergie du féminin, on l'a vu, c'est l'eau. L'eau qui nettoie, l'eau qui purifie, l'eau qui transmute. L'eau qui a ce super pouvoir de venir lisser les cailloux dans la rivière. Et donc l'eau qui amène de la douceur, là où il y a de la dureté. Voilà, l'énergie du féminin, pour moi, c'est vraiment le féminin. L'énergie du féminin a cette capacité à accueillir tout ce qui est blessé avec amour, avec compassion. Et donc, en faisant cela, l'énergie du féminin a la capacité de guérir le monde. Donc c'est vraiment un super pouvoir. Le deuxième message, c'est de passer de la peur à l'amour. On l'a vu, finalement, c'est la peur qui nous amène dans cet excès de yang, alors que la réponse, en réalité, elle est dans le lâcher-prise. Ne pas chercher à contrôler ses peurs en amenant plus de yang, mais au contraire, lâcher tout. Et pour illustrer ça, j'ai envie de vous lire un petit texte que j'aime beaucoup de Khalil Gibran, « La peur ». On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru depuis les sommets, les montagnes, la longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages, et voit devant elle un océan si vaste qui pénétrait ne paraît rien d'autre que de devoir disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre moyen. La rivière ne peut pas revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. La rivière a besoin de prendre le risque et d'entrer dans l'océan. Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra, parce que c'est alors seulement que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir océan. Donc pour passer de la peur à l'amour, guérir et déprogrammer nos modes de fonctionnement avec les 3 R, ralentir, respirer, ressentir et revenir à l'intérieur, ce qui va permettre de réintégrer en nous cette part de féminin, cette énergie du féminin. Donc finalement, il s'agit de redevenir complet, énergie du féminin et énergie du masculin. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on ressemble un petit peu à ça, comme les bonhommes têtards que dessinent les enfants de 3 ans à l'école. Et l'idée, c'est de réintégrer le cœur pour redevenir complet, pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux qui sont là devant nous. Et donc passer de « je pense donc je suis » à « je pense et je ressens donc je suis ». Et puis, ce qui est important, c'est également le mouvement. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre la tête et les jambes au service du cœur, au service de la petite voix intérieure, pour agir avec conscience. Donc d'abord, ralentir, respirer, ressentir, revenir à l'intérieur, pour ensuite agir.
Et enfin, l'idée, c'est donc finalement de retrouver l'équilibre pour être en harmonie avec soi, avec les autres et avec le monde. Cet équilibre entre le yin et le yang, parce qu'en réalité, il n'y en a pas un qui est meilleur ou supérieur à l'autre. Le yin et le yang sont vraiment les deux faces d'une même pièce de monnaie. Et c'est seulement en revenant à l'équilibre qu'on pourra retrouver l'harmonie. Et comme le dit le mantra Om Shanti, 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 si je suis en paix avec moi-même, alors je diffuserai la paix autour de moi, la paix en moi, la paix avec les autres, la paix avec le monde qui m'entoure. Donc tout l'enjeu, c'est de retrouver cette unité pour revenir à cette harmonie, se transformer soi pour transformer le monde. Et je terminerai avec cette citation de Christophe André que j'aime beaucoup. Je crois en une contamination de l'amour, de la bienveillance, de la douceur et de l'intelligence. Chaque fois qu'on pose un acte de tendresse, d'affection, d'amour, on modifie un tout petit peu l'avenir de l'humanité dans le bon sens. Merci pour votre écoute. Dans ce cheminement vers l'équilibre yin-yang, si on est trop yang, comme beaucoup qui ont été en activité, on revient et on prend conscience de ce cheminement et on va vers un équilibre, mais malheureusement on va trop dans le yin. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se coupe, qu'on n'a plus besoin des gens, qu'on va vers... voilà, moi, mon cas, c'est que j'ai en ce moment tendance, et d'ailleurs je l'ai fait, j'y vais, c'est d'aller dans un écolieu, de me retrouver à la campagne, de vouloir aller vers la terre, mais de moins en moins yang. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce que c'est embêtant? En fait, pour moi, l'idée, voilà, c'est... Je pense que c'est important. Enfin, déjà, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut être trop yin? Je pense que quand on vient de... Enfin, en fait, il y a... Comment dire? C'est vrai que le yin sans le yang, c'est pas qu'il sert à rien. On a besoin des deux, en fait. C'est-à-dire que revenir à soi... Enfin, c'est important d'agir aussi, d'agir autour de soi, mais en ayant eu ce retour préalable à l'intérieur. Après... Ce qui me semble important, c'est vraiment, enfin, je vais revenir à ce que j'ai dit, mais c'est l'équilibre. Et donc, sauf à être complètement coupé dans sa caverne, coupé du monde, et encore que finalement, même, j'ai envie de dire, il y a voilà, les moines qui restent fermés dans leur monastère à prier. On en a besoin sans doute aussi, parce que quand on parle d'énergie, voilà, c'est cette harmonie et cet équilibre qui rayonne et qui diffuse et qui contribue. Peut-être d'une manière invisible. Et en fait, je pense que peut-être l'erreur, elle est là aussi, c'est de croire que le yang est forcément visible. On peut agir dans l'invisible et dans l'immatériel. Enfin, voilà, je sais pas. C'est ce qui me vient là en vous écoutant. Après, peut-être que quelqu'un peut aussi avoir quelque chose à apporter comme réponse par rapport à ça. On peut discuter entre nous. Alors, par rapport à la conférence d'Isabelle, et pour faire une autre réponse, Isabelle a beaucoup parlé du fait d'être dans son ressenti si on était dans le yin. Donc j'imagine que quand on a beaucoup de yin et qu'on est dans son ressenti, on est juste en fait. C'est ce que nous demande aujourd'hui notre être, c'est d'être dans ce ressenti, même si on se coupe du reste du monde. Ce que vous aviez l'air d'exprimer, est-ce que finalement c'est juste d'avoir beaucoup de yin? Si vous êtes relié à votre ressenti, ce sera juste à ce moment-là en tout cas. Et ce que j'allais dire, c'est qu'on peut avoir aussi des périodes de retour à soi qui peuvent durer longtemps. En fait, je pense que ce qui est important, c'est de savoir s'écouter. Et pour moi, dès lors qu'on s'écoute, effectivement, on est juste, on est dans la justesse. Et je pense à notamment une personne dans mon entourage qui a eu une période là pendant 1 an, 2 ans, qui a vraiment eu besoin de revenir à elle. Et là, j'observe en fait cette personne qui à nouveau ressort de sa grotte. C'est juste que ça a duré longtemps. Et elle fait des conférences et elle est très, très tournée à donner. Mais en fait, l'équilibre, il ne se passe pas forcément au quotidien, sur l'échelle d'une journée, en fait. L'équilibre, peu importe, enfin, voilà, il se fait sur la durée aussi, juste pour compléter. Oui, alors pour répondre un petit peu à monsieur aussi,
Donc homme yang, forcément. Forcément, je dis forcément. Non, mais forcément parce que dans l'éducation, c'était tu ne pleures pas, sois un homme, mon fils, enfin, etc., etc. Et moi, j'avais probablement, je sais pas probablement, j'avais beaucoup de yin à donner, enfin, à développer. Ça a été très dur, ça a été très long, ça a été parfois douloureux. Bon, là, j'ai 72 ans, donc vous imaginez le temps qu'il a fallu. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, en développant naturellement ce yin, les gens viennent à moi maintenant. Alors que j'étais un petit peu dans une grotte de yang, parce que j'étais pas à mon aise, j'étais pas à ma place. Mais aujourd'hui que je me sens plus équilibré, on va dire, les gens viennent vers moi et j'ai besoin d'aller vers eux aussi. Je me rends compte que j'ai envie de les rencontrer, j'ai envie d'aller les aider. Je pense que là, j'ai acquis un certain équilibre. Mais maintenant aussi, pour autre chose, là, ma compagne, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, elle est très yang, dans le sens où elle a été très yangisée, on va dire, par son éducation et par son mari. Elle a énormément de mal et énormément de souffrance vis-à-vis de ça. Elle n'arrive pas à accepter, j'allais dire, de faire du yoga. Ça marche pas. Hein, ça marche pas, yoga. Moi, je fais du pilate, du yoga, enfin du pilate, du stretching et de la gym et un petit peu de yoga. Je m'aperçois que tout est complémentaire et tout va avec. Et je me sens de plus en plus mieux. J'ai de moins en moins de douleurs physiques, bien que, bon, l'âge, etc. Mais j'ai beaucoup moins de douleurs depuis que je pratique ces choses-là. Et pour revenir à votre yoga du matin, moi, je fais une demi-heure de tai chi tous les matins. Ce matin, je me suis levé à la bourre, je me suis dit, je vais rater le machin. Donc, je n'ai pas fait de tai chi et je ne suis pas si bien. Mais il faut savoir aussi, je pense que ça fait très peur. Ça fait très peur de devoir aller vers une démarche de rééquilibrage de soi. Ça fait très très peur. C'est ce que je rencontre avec ma compagne. Elle a peur. Elle a peur, mais elle a toujours peur quelque part. Elle a toujours peur et elle me dit, mais quand je suis avec toi, je suis protégée. Oui, mais parce qu'elle dit, toi, tu n'as pas peur. Je dis, non, je n'ai pas peur. Et pourtant, j'ai peur. Enfin, je veux dire, peur au sens un petit peu peur. Mais non, de toute façon, arrivera ce qui doit arriver. Mais pourquoi imaginer que tout sera mal? Et ça, c'est très difficile. Merci beaucoup pour ce témoignage. Mais oui, je comprends que ça fasse peur. Hein, j'ai encore quelque chose à dire. Vous avez parlé vous avez parlé du cœur. Je suis en train de lire j'ai commencé un livre de Nadia Wolf, si je me souviens bien, La guérison miraculeuse. Mais elle en a fait plusieurs. Hein. Et alors, elle parle du cœur, et elle parle du cœur en tant qu'énergétique du cœur. Et elle dit que le cœur est l'empereur, hein, puisque en Chine, on dit que c'est l'empereur du corps. Et il y a des choses à creuser, là, vraiment. Et effectivement, le corps, quand on le donne... Bon, là, hier, j'étais à un concert que je présentais. Les gens, après, sont venus me voir, des gens qui ne me connaissaient pas, en disant « Ah ouais, c'était bien, c'était bien, c'était... » Donc, effectivement, le cœur est très important. Comment... bon, là, on voit essentiellement, je dirais, une démarche que tout à chacun pourrait accomplir pour améliorer, je vais dire de manière générale, les choses. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que l'on modifie la société d'aujourd'hui pour arriver à ce que l'humain puisse intégrer ces notions-là plus rapidement, ou en tout cas plus tôt. Pourquoi ? Parce que ça changerait certainement aussi toute la donne sociale et humaine de nos sociétés. Et ça participerait sans doute à une autre évolution. Donc,
là, aujourd'hui, moi, j'ai un peu peur que quand on fait des démarches comme ça, que je ne renie absolument pas, au contraire, mais j'ai un peu peur que l'on tombe soit dans le yin, soit dans le yang, pour schématiser. Et effectivement, ça a été abordé, l'équilibre, pour moi, est essentiel. Sinon, est-ce que rien que le yin ne va pas causer un déséquilibre aussi, quoi. Donc, pour moi, et c'est un peu peut-être l'idée peut-être d'une autre conférence derrière, ça serait comment, quels sont les moyens ou comment arriver à cet équilibre entre le yin et le yang, et comment mettre en place des choses assez tôt dans le parcours de l'être. Hein, donc je parle là quasiment de l'enfance, voire même peut-être avant, jusqu'à la fin de vie. Parce que aujourd'hui, on a des modes de fonctionnement dans lesquels c'est très difficile d'intégrer ce genre de choses. Je vais parler, moi, de relations sociales, par exemple. Quand j'entends parler du yin, je dis parfait. Moi-même, dans les démarches que je peux avoir à titre personnel, les activités que je peux avoir, il y a des choses dans lesquelles je me reconnais complètement et que j'ai envie de pousser. Mais dans les relations sociales, je me dis, oula, il y a du boulot. Je vois difficilement faire ne serait-ce que ce type de conférence devant des salariés de la métallurgie, par exemple, ou des dockers. Non, 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 non. Oui, peut-être. Non, mais moi, je veux bien. J'ai envie de vous dire, chiche, on y va. Parce qu'il y aura une présentation du discours, parce que vous êtes quand même dans des milieux où le yang est très affirmé. Et donc, ce discours, on peut l'avoir, je ne dis pas, mais pour faire évoluer ces mondes, il y a quand même de la persuasion à avoir. Oui, oui, tout à fait. Alors voilà, je ne sais pas si... Enfin, si c'était un peu une question, je peux apporter quelques... Pardon, donc l'idée pour moi, c'est est-ce qu'il y aurait une autre conférence derrière qui pourrait travailler là-dessus, quoi. Marie-Claire. Alors en tout cas, moi j'ai fait une conférence sur le même thème en version beaucoup plus courte. Alors pas devant des métallurgistes, mais en tout cas je l'ai déjà faite en milieu entreprise, manager, dirigeant. Voilà. Et alors, ok, j'ai pas fait la métallurgie. Après, voilà, je sais pas si je... Et en même temps, la métallurgie, vous savez que si je reprends les éléments métal, le métal est un minéral. Et vous savez que le minéral, dans son processus de transformation, se transforme en liquide et en eau. C'est exactement. Je prends l'invitation de madame de faire une conférence. Et vous savez que les poignards, vous avez des poignards à bout aiguisé. Et puis, vous avez des couteaux à bout arrondi. Ça existe. Hein. Le métal, c'est un processus de transformation. Et c'est tout à fait possible. Qui dit métal dit métaux. Et est-ce que le yin ne s'est pas laissé ses métaux à la porte ? Je crois, moi, on a un mouvement, enfin, c'est pas que moi qui le dis, les mouvements de bascule. Et c'est ça, et à un moment donné, il faut que ça rebascule dans l'autre sens pour revenir à l'équilibre. La bascule, c'est un effet de nombre aussi. Et je pense que ça, enfin, pour moi, voilà, moi, c'est ma conviction à moi, c'est que ça part de soi et qu'au plus, il y aura d'individus qui seront conscients et qui basculeront dans cette conscience-là et que ce sera incarné et vécu. C'est l'incarnation, en fait, c'est l'exemplarité qui fait aussi tache d'huile, j'ai envie de dire. Et le rayonnement, bien sûr. Une petite graine et puis ça monte. Et bon, voilà. Après, il faut aussi accepter le temps, la lenteur. Pour répondre à monsieur par rapport à faire une conférence aux métallurgistes, je pense que c'est qu'un exemple. Le métallurgiste, c'est parce qu'il y a trop de yang. Donc ça peut être aussi pour des jeunes adolescents de quartier. Ça peut être, je ne sais pas, pour... en fait, quand il y a trop de yang,
D'abord, comme vous disiez tout à l'heure dans la conférence, c'est qu'il y a une culture générale humaine qui fait que être yang, c'est quelque chose de formidable, voilà, surtout si on est un homme. Donc parler de féminité, parler de féminin en soi, déjà, je crois que ça ne passera pas pour tout le monde. Et donc il y a un travail à faire de lenteur, d'exemplarité, etc. Mais cette conférence peut se faire dans tout lieu. Et au plus, on aura aussi de dirigeants, et peut-être notamment des hommes qui incarnent cet équilibre-là, et qui, je pense que c'est en étant que, voilà, que ça se diffuse. Moi, je suis d'accord avec monsieur, parce que nous, en fait, j'ai appris en cours que l'humain, en fait, son plus gros défaut, enfin sa pire peur, c'est le changement. Et sur le coup, je me dis ah bon? Parce que nous, on aime bien tout le temps changer, mais c'est vrai que dans notre génération, je sais pas si vous c'est pareil, mais je pense du coup que les gens ont peur du changement, et c'est pour ça qu'ils ont du mal à vouloir se développer personnellement. Et j'ai l'impression qu'il faut tous qu'on ait un moment dans notre vie où il n'y a rien qui va, pour qu'on se dise ok, là, il faut que je remette ma vie correctement, parce que en fait, j'ai plus rien. Et du coup, vu qu'on se dit qu'on n'a plus rien, qu'on n'est plus heureux, et pouf, on a comme un déclic. Et là, on se dit, ok, là, il faut que je me développe personnellement. On commence à acheter des livres et tout. Enfin, c'est un peu ce qui nous est arrivé. Et c'est pas la première fois. Et j'ai l'impression que tant qu'on ne s'éveille pas vraiment, on aura toujours des schémas répétitifs. Et du coup, de s'éveiller et même d'affirmer, du coup, c'est un peu la loi de l'attraction. Et c'est peut-être ça qui va amener au changement global sociétal. C'est-à-dire que là, on a parlé, j'ai abordé les choses d'un point de vue individuel, mais effectivement, je pense qu'il y a un mal-être quand même généralisé, sociétal, la planète, le vivant. Et c'est peut-être ça aussi qui va nous amener, de fait, on n'aura peut-être pas le choix que de changer. Et voilà, pour répondre aussi à monsieur tout à l'heure. Merci à tous. Et on peut encore applaudir Isabelle. Merci encore.